Je me présente, Tarek Mrad, journaliste à la radio Express FM, la radio à vocation économique. Et aujourd'hui, je modère ce premier panel sur une question brûlante quand même, hein, une journée marquée par les syndicats, par le patronat et le syndicat ouvrier qui vont être à l'honneur aujourd'hui et discuter de plusieurs questions brûlantes qui les intéressent. Ce premier panel va traiter de la rémunération et de la productivité, le lien entre les deux. Et pour en parler, nous avons avec nous des représentants d'instances internationales qui traitent du sujet. Alors, point technique, il y aura des questions tout à l'heure, donc on réservera quand même si le panel est juste prévu pour 45 minutes. On va d'ailleurs prendre nos 45 minutes malgré le retard. Il y aura 10 minutes, un petit quart d'heure de questions vers la fin. Mais on va surtout discuter avec nos invités pour commencer. Il y a un invité qui parle seulement en anglais, donc si vous voulez avoir la traduction, vous pouvez disposer d'appareils, je crois qu'ils sont présents pour tous ceux qui veulent comprendre. On va démarrer par la présentation de nos invités. Je vais commencer à ma droite, Monsieur John Evans. Comment allez-vous ? Alors, John Evans, économiste en chef de la Confédération syndicale internationale, britannique de son État, et on le connaît aussi par ses passages télévisés sur les chaînes françaises, donc on ne l'a pas raté. Il était dans Ce soir ou jamais, il est dans Ce matin ou jamais pour nous ici. Une petite présentation peut-être de votre personne et de votre activité. Merci. Excusez-moi d'abord parce que je parle en français un peu approximatif. Comme vous voyez, je suis britannique. Mais je représente également les confédérations syndicales internationales, mais aussi la commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, le TUAC en anglais. Et on essaie d'être sûr que les voix des travailleurs sont écoutées dans les instances internationales. On organise conjointement aussi le L20, le Labour 20, qui est une instance qui sait représenter les points de vue des travailleurs vis-à-vis les G20. Et je suis ravi d'être ici, encore une fois, ici en Tunisie. Et il représente les travailleurs et la gauche. À ma gauche, et je n'ai pas choisi les emplacements, je crois que ça s'est fait naturellement, Monsieur Brent Wilton, secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs. Il est de Nouvelle-Zélande. Comment allez-vous? How are you doing? Thank you very much and good morning everybody. Apologies for my lack of French and apologies for my English because I speak New Zealand English and I'm told that has an accent to it. I'm the Secretary General of the International Organization of Employers. We have members throughout the world in 141 countries. So we are the largest network of the private sector. And here in Tunisia we're very pleased that we have Utica as our sitting member. We represent business in the labour and social policy context within the International Labour Organization, of course, but across the UN and multilateral system. And like John, we are also involved in the G20 process through the engagement in the Business 20 Human Capital Task Force. Thank you. Alors, avant réellement de démarrer le sujet, je rappellerai quand même, je sais que vous êtes, il y a d'ailleurs dans la salle plusieurs chefs d'entreprise. Je sais qu'on ne pourra jamais vous demander d'éteindre vos téléphones, mais mettez-les, s'il vous plaît, sur silencieux. Le mode silencieux, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Alors, première question qui s'impose. Déjà, ici, dans le choix de la thématique, on a parlé de rémunération et productivité. Le lien entre les deux n'est pas clair. Alors, est-ce qu'il y a véritablement un lien? Est-ce que ce lien est véritablement accepté de lier la rémunération à la productivité? J'adresse la question à Monsieur Evans. Dans le long terme, la possibilité d'augmenter les salaires et le bien-être dans l'économie dépend d'une croissance de productivité. Mais le problème qu'on a vu depuis 25 ans dans beaucoup de pays du monde, que la productivité a continué à augmenter, mais finalement les salaires restaient bas. Si je prends les États-Unis, qui est un peu un modèle de capitalisme qui a été suivi beaucoup pendant les années 90 et les années 2000, pendant 25 ans, on a vu une augmentation des productivités à peu près de 3% par an par travailleur. Les salaires en moyenne ont augmenté par 1% par an. Mais
le problème est qu'il y avait presque la moitié de ces augmentations de salaire qui étaient capturées par le 1% plus rémunéré. Alors les salaires des 99% de population le plus bas augmentaient par 0,6%. Alors je crois que ça montre qu'il n'y a pas un lien automatiquement entre une croissance dans des revenus qui est nécessaire aussi d'avoir un marché interne et la croissance de la productivité. Il faut avoir aussi les institutions, les négociations collectives, les dialogues sociaux pour être sûr qu'il y a une distribution juste de ces gains de productivité. Mais M. Evans, sa distribution s'applique aussi au niveau des richesses globalement. Je ne crois pas que ça s'applique seulement à l'incrément dû en fait, à l'augmentation de salaire liée à la productivité. Oui, mais depuis la Deuxième Guerre, il y avait une période où il y avait un certain, je peux dire, approche un peu plus égalitaire, où on voyait un peu diminution des extrêmes de l'inégalité dans le monde. Le problème, depuis les années 90, on a vu la direction de changement va dans l'autre sens. Et maintenant, bon, il y a les chiffres de Oxfam qui étaient publiés il y a 2 semaines qui montraient qu'il y a 82 personnes qui gagnent dans le monde le même que la moitié de l'humanité. 3,5 milliards. Alors, 82 personnes, on peut mettre dans un bus. Hein. Alors, hein, je ne dis pas qu'il faut avoir un accident de bus, mais bon, quand même, on peut mettre ces gens dans un bus. Alors, je crois que c'est devenu dans une situation... C'est un peu radical, hein? Non, mais je suis gauche modéré. Hein, non, mais là, je crois que c'est une question. Ça n'est devenu pas uniquement un problème social, un problème politique qu'on a vu ici aussi, évidemment, en Tunisie et dans les autres pays avant le printemps arabe, mais devenu un problème économique. Et l'OCDE va publier la semaine prochaine une étude qui montre quand même que si on a la croissance de l'inégalité, il y a une réduction d'investissement dans les gens de bas salaire, dans leur éducation, dans leur formation, qui a un effet négatif aussi sur la productivité au long terme. Et en plus, il y a un danger de capture, hein, que le 1% gagne les moyens politiques pour faire une distorsion sur le marché. Alors je crois qu'il y a un sens économique maintenant d'avoir une politique de deux pieds. D'un côté, de monter la productivité au long terme, pour cet investissement, d'avoir la croissance en l'économie, mais en même temps, regarder très clairement de la distribution, comment on doit avoir une société juste et aussi une économie plus efficace. La question de la distribution, même de l'incrément d'augmentation de richesse. Et c'est bien la distinction que vous avez faite de la productivité à court terme et à long terme, parce que c'est vrai qu'on peut la booster à court terme, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de structurel? C'est ça ce qui est important à mettre en place. Alors je me tourne vers Monsieur Wilton. Quelque part, dans la présentation qui a été faite par Monsieur Evans, ce n'est pas tellement dissimilaire de votre conception, j'imagine, du lien entre les deux, mais peut-être ce qui serait différent, c'est aussi la manière avec laquelle vous définissez la productivité. Parce qu'on a vu tellement de charts et de graphiques et d'études qui sont complètement différentes dans leurs résultats et dans leur présentation du lien entre les deux. Thank you for the question. As John said, you need to have productivity in your economy long term for growth. What you look to measure for productivity, though, is a very difficult thing to do these days, particularly when we're in a time of low global growth. If you have growth in the economy and businesses are able to participate fully in terms of the creation of goods and the sale of goods, the ability to start to look at how you measure the individual's component in terms of productivity is a lot easier. It's more difficult when the economy is slow because a person can be very productive producing goods you can't sell. And if you can't sell what is produced, then the productivity component that employee has brought to bear is very difficult to recognize in wages, which further diminishes the company's ability to compete. So there is no silver bullet here. But in order to be able to look at productivity as a factor, you have to be productive to begin with. And you can't reward productivity if productivity is low. So what are the causes for that, first and foremost? And that comes back to other elements in the way in which a business organizes itself, in terms of the way it looks at other benefits, in terms of compensation, the trust and engagement factors that exist in the business to make people feel
comfortable at work, being proud to be at work, that can then start to add to their willingness to do more, which is what the productivity cycle is meant to be about. But again, if those factors are missing, it becomes very difficult on its own to start looking at productivity factors per se, because they're just not there. Now, in other countries around the world where there is growth coming into the markets, again, sometimes it is domestic-led growth, not so much export-led, but where there is growth in the market, then there is some ability to start to think about whether or not you can start to link wages to productivity. It is certainly better in my mind to be looking at productivity factors than merely following on cost of living adjustments. Because at the end of the day, a company is not directly responsible for government economic policy that results in cost of living increases. And if the company again is in a very flat market where it can't absorb costs of living increases merely start to reduce the employment possibilities in the company. So for me, there are the other factors we need to bring into play, in particular around what makes people productive. And a key here for me also is businesses need to explain more clearly to their own people how the business operates, because profit is seen to be something that people should have access to. Well, again, profit may occur, but that profit has to be spent on technology, capital, other inputs into the business. And if people don't understand how the business functions, they're not going to understand why they're not getting the share of the pie that John was alluding to in terms of equality and equity. Je rappelle à ceux qui viennent de regagner la salle que M. Brent Wilton est le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs et que M. John Evans est économiste en chef de la Confédération syndicale internationale. Ils sont suivis avec de grands yeux de la part de M. Hossein Abbesi, le président de l'UGTT, et Mme Wided Bouchamé, présidente de l'UTICA, qui sont ici présents et qui vont tout à l'heure aussi contribuer dans le deuxième panel pour discuter de la question. Alors M. Wilton a attiré quand même notre regard sur un point très important. En fait, lier les deux, d'accord, productivité et rémunération, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres considérations. Les dialogues sur les augmentations de salaire se font en général sur le coût de la vie, le coût de vie, et il dit, pour nous, on considère que ce n'est pas tout à fait logique d'assumer ou que les employeurs assument les fautes économiques de gouvernance dans le pays. Et ça ne peut pas être supporté juste par les employeurs, et que l'augmentation de richesse n'est pas seulement due au travail qui est fait, c'est dû aussi à d'autres facteurs, et il ne va pas seulement à l'augmentation de salaire, ça va aussi à l'amélioration du business, à l'avancement et à la croissance. Et c'est un problème endémique. Alors, Monsieur Wilton, je reviens vers vous. Cette question d'augmentation de salaire liée au coût de la vie, il faudrait peut-être aussi faire une distinction entre les marchés, un marché à basse productivité et à grande productivité, un marché qui est quand même à grande croissance ou à petite croissance. Je ne crois pas qu'on devrait opérer de la même manière. Le lien est assez subtil. Which is why I was saying it's very difficult to come up with sort of like a one-size-fits-all or a single silver bullet to fix the problem. For me, at the end of the day, the issue of wage increases per se needs to be looked at a little bit more comprehensively around the issue of compensation, because increasingly companies are looking at more than just wages as a way to recognise and reward staff. So there are other tools that the employer can have in their basket to help augment people's living standards without necessarily adjusting wages, if the effect of adjusting the wage is to reduce employment. So again, it's a very fine line, which in a time of low growth, that a company has to run between maintaining its labour force, trying to create this circumstance where it can grow the business and perhaps employ people later on, but in the meantime not doing something with the wages or the compensation, which is a disincentive to that ability to compete and maintain the workforce it currently has. So it's a very, very tricky issue for a company to deal with, which is why I think looking at other compensatory entitlements is a way that companies can adjust their way of giving better outcomes to their people without necessarily raising the labour cost of doing the business. So we've seen in some instances where there is additional leave is provided to people rather than money, where there are other benefits around certain
allowances, around meals, around rest periods, etc., which can add to a person's sense of well-being without necessarily upsetting the rates. D'accord. Alors, mais là, le point que j'ai soulevé, je crois que vous n'avez pas exactement répondu dessus. Dans un pays à faible productivité, à faible croissance, si on suit votre logique, il n'y aura pas d'augmentation de salaire du tout. No wage adjustments at all, but if you have a lack of productivity, then you've got a fundamental problem with your ability to raise living standards over the longer term, medium to long term. And if you haven't got productivity, if you haven't got growth in the economy, if you haven't got the ability of the enterprises to be competitive, and that's probably more important even than productive, that they are competitive, then what's the benefit of a wage increase if all it means is that someone's going to lose out in the process? People lose their jobs because the company can't afford it. They don't employ, so people don't get employment opportunities. We have to look at this in a little bit more holistic way. I mean, the expectation that every year wages will go up is not necessarily a realistic expectation. And I think that's what we have to bear in mind as well. Ce cercle vicieux, est-ce qu'on doit booster le métier, est-ce qu'on doit booster la croissance de l'entreprise pour permettre l'augmentation de salaire, ou c'est le contraire aussi qui doit être fait? Et on n'est pas sorti de ce cercle vicieux à ce qu'on le voit. Finalement, je vais regarder, moi, je comprends pourquoi aujourd'hui on nous a mis des chaises aussi glissantes. Le sujet l'est aussi. Alors, Monsieur Evans, de votre côté, et on prend aussi en considération votre stature internationale, on voudrait savoir si dans d'autres pays, dans d'autres configurations de pays, il y a eu ce lien qui a été réussi entre augmentation de salaire et productivité. Et est-ce que ça arrive surtout dans les pays où la productivité est assez élevée, ou il y a des expériences qui ont été réussies quand même dans des pays où la productivité est en train d'évoluer? Bon, si je peux, je crois qu'il faut faire une distinction entre le niveau de l'économie en général, dans tel et tel pays, où il faut essayer de mettre en marche. Bon, Brent a parlé beaucoup d'un cercle vicieux. Moi, je parle plutôt d'un cercle vertueux qu'il faut essayer de créer. Il faut avoir le pouvoir d'achat pour aussi avoir les marchés, pour que les entreprises peuvent vendre le produit. Et après, il faut avoir la productivité pour être sûr qu'on peut produire ça. Alors ça, c'est la clé d'une croissance soutenue pour l'avenir. Alors, dans ce type de discussion-là, je dirais actuellement, si je prends un marché important pour la Tunisie, qui est la zone euro, Europe, qui est dans une situation très difficile, comme tout le monde sait maintenant. Et je crois que là, on n'a pas eu assez de pouvoir d'achat ces derniers temps. On a eu une discussion il y a 2 semaines avec certaines banques centrales en disant, voilà, si on réussit de maintenant monter les salaires, est-ce que ça va créer un problème où vous allez introduire tout de suite une hausse des taux d'intérêt? Et je dis franchement, sans dire lequel a dit, mais franchement, on a un objectif d'inflation de 2%. Pour le moment, dans l'Eurozone, c'est 0,5%. Et en plus, si on attend normalement une croissance de productivité entre 2 et 2,5% dans l'Europe, ça veut dire que nous, comme banque centrale, on ne s'inquiète pas si on a une croissance de 4, 4,5% dans les salaires. À la limite, ça c'est nécessaire pour qu'il y ait une situation normale. Bon, là je ne dis pas le secret, c'est une discussion qui est là. Alors, sur les circonstances. Un frémissement dans la salle quand vous avez évoqué l'inflation, parce que si on... Oui, non mais... si on procède de la manière... Mais c'est différent si on parle de l'augmentation des salaires réels ou les salaires monnaies. Aussi, moi, j'ai travaillé pour les syndicats en Grande-Bretagne dans les années 70, un peu des 80, et puis je sais très bien, à un moment, on a réussi dans un mois de monter les salaires par 32%. Et ce n'était pas sain, parce qu'on savait après, il y avait l'inflation. Mais je crois que dans le contexte actuel, les problèmes sur les salaires sont trop bas, sont pas trop hauts en général. Bon, quand on essaie de traduire ces discussions qui est nécessaire en dialogue social à niveau national ou international, dans la situation d'une entreprise, je crois que c'est très différent. Aussi, j'ai travaillé en Angleterre sur les négociations dans le secteur du pétrole. Et il y avait une idée, c'était la mode à l'époque de parler de productivity bargaining, de voilà, le niveau de telle et telle entreprise, le Foley Refineries ou quelque chose comme ça, on va essayer de lier directement pour le salaire individuel à la productivité des travailleurs. Bon,
Mais c'est presque impossible de dire qu'il y a une vraie productivité parce qu'il y a tellement peu de travailleurs, tellement beaucoup de capital qu'on peut monter les salaires facilement. Dans le contexte actuellement, l'année dernière, on avait Brent Crude à $140 le baril, je crois. Maintenant, c'est quoi? C'est 70, 60? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le journal ce matin, peut-être moins. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diminuer les salaires par 2/3 ou moitié simplement parce que le prix du pétrole est tombé. Bon, c'est très difficile à juger. Et aussi, si on regarde la situation du secteur public, il est nécessaire aussi d'avoir les bons services publics pour la productivité de l'économie. Ma femme est un psychologue d'enfants. Si je leur demande quelle est votre productivité aujourd'hui, elle ne peut pas dire voilà, j'avais 5 enfants qui n'est pas devenu délinquant ou aller battre en Syrie parce que j'ai travaillé. Non, ce n'est pas comme ça on marche. Il faut avoir l'attitude long terme. Et là, je crois que la productivité ne dépend pas uniquement sur la question de salaire. Ça dépend de l'organisation de travail, l'utilisation de technologie, le capital humain, la possibilité les travailleurs d'utiliser leur... C'est une idée de gauche qui est aussi contestée. Par exemple, quand on voit la lecture de la productivité par les think tanks plutôt à gauche, et je crois que vous l'êtes aujourd'hui, on parle de PIB sur le nombre d'heures travaillées, mais la richesse qui a été créée, elle n'a pas seulement été créée par le travail des employés. Elle a aussi été créée parce qu'il y avait une pensée stratégique. Elle a aussi été créée parce qu'il y avait du capital qui a été investi. Elle a aussi été créée parce qu'on a réinjecté dans la recherche et développement. Donc, on ne peut pas isoler aussi simplement l'augmentation de productivité. Je crois que mes idées ne sont pas uniquement les idées de gauche. Je crois qu'ils ont les idées justes. Mais la question est... Je suis complètement d'accord. La richesse dans une économie dépend d'un système qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Alors que ça dans l'intérêt d'avoir ce système qui marche. Ça dépend du secteur public, ça dépend de l'investissement, ça dépend de la productivité, ça dépend du système de formation, d'éducation. Et surtout, je crois que ça dépend d'une confiance entre les travailleurs et les employeurs à le niveau d'entreprise, mais aussi national. Et ça, c'est très important parce qu'on ne va pas avoir une économie productive effective si on a une société qui est malade. Et je crois qu'il y a les exemples aussi on voit que ça ne va pas très bien dans l'avenir. Alors que je crois que c'est ça surtout la clé. C'est juste pour dire un autre point sur comment on peut mesurer ces choses, et qui aussi n'est pas du tout une idée de gauche. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas simplement parler de PNB. Et l'OCDE maintenant a essayé de faire des index plus complexes pour voir la question de distribution. Parce que les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, si vous augmentez le salaire le PNB par tête pendant 30 ans par 1%, et il y a 60% qui va vers 1%, ce n'est pas un système soutenable non plus. Alors il faut voir la distribution. Et aussi il faut voir les choses, les externalités. Quel est l'impact sur l'environnement? Quelles sont les questions aussi sur la santé? Parce que là, ce n'est pas la peine non plus de créer les déchets industriels ou les problèmes qui sont très difficiles, où il faut investir après énormément d'argent pour essayer de fixer un problème au début. Alors je crois qu'il faut avoir une approche holistique, qu'il y ait les éléments sociaux, environnementaux et économiques, et essayer qu'ils marchent ensemble. Et ça, c'est aussi une idée qui vient maintenant... même de l'OCDE, essayer de pousser ça. Ils n'ont pas une organisation de gauche. Vous parlez de seniors et tout à l'heure, vous avez évoqué le mot holistique qui avait aussi été évoqué par M. Wilton. Ça, c'est dans une considération globale de gouvernance économique du pays en général. Mais au niveau même de l'entreprise, je crois qu'il y a aussi des conceptions de productivité différentes qui, c'est tout à fait normal, dépendent du secteur, mais dépendent aussi de la manière de concevoir le lien avec les employés. Et c'est très important aussi peut-être que au sein de l'entreprise même, il y ait cette définition du lien entre le travail et puis la rémunération, entre la productivité et puis la rémunération. Juste un mot, parce que je crois qu'il y a certaines choses pour créer un système de productivité, même plus important que la rémunération. Si on voit les modèles où on crée une certaine utilisation de la technologie, une confiance à l'entreprise, l'utilisation des connaissances, ça, ce n'est pas uniquement la question de salaire qui va déterminer tout ça. Il faut avoir un salaire juste. Et si le boss est en train de reprendre tout l'argent qui est fait par le travailleur, ça tue la confiance. Mais c'est cet écosystème de l'entreprise qui est productif et socialement juste. Je crois que c'est le modèle pour l'avenir.
Alors il y a cette question brûlante aujourd'hui en Tunisie, et on le sait, elle est débattue, mais débattue de manière très concrète et débattue de manière efficace, on l'espère aussi, entre l'UGTT et l'UTICA et les différentes instances patronales dans le pays. Comment augmenter le salaire? Est-ce qu'il doit être basé sur le coût de la vie? Est-ce qu'il doit être basé sur la productivité? Peut-on au moins ajouter une composante de productivité dans les négociations? Au niveau international, Monsieur Wilton, est-ce que c'est déjà le cas et dans quelles économies? Internationally, there's no one model. If you look back to successful countries, Korea, Singapore, Japan, Malaysia to an extent, that were driven by productivity, particularly in their wage setting, they had very well developed productivity councils. These were councils where the trade unions, the employers, government, academia sat and looked at the economy and created their own indicators of productivity. But even they are now struggling because, again, the market globally is very flat, and the ability of a company even to recognize through increased remuneration productivity gains is not there because they can't sell their products as much as they did before to drive this virtual circle. So for me, I think one of the key here in Tunisia is dialogue. I think it's very important for Tunisia itself to get a handle on what it means by productivity and the sorts of indicators it needs. The other challenge I think you have is in terms of improving the economy. I was just recently in the Caribbean at a country, Aruba, which has 80% GNP based on tourism. Their problem is they are still regarded as low-end tourism. For them, in order to be able to lift their economy and lift the productivity and the remuneration in the tourism industry, which employs the vast majority of their people, they have to move into more niche, high-end, high-quality tourism. So that's an issue, I think, here as well, in terms of your tourism sector. How are you looking to improve your game through education? John mentioned this, making sure people have the right skills that you require for the vision that you have as a country as to what you want to be. Because wages or compensation increases always come after productivity. So until you have productivity, it's very hard to link wages to productivity. Donc depuis tout à l'heure, M. Wilton nous ramène toujours à une autre problématique. Ne parlons pas du lien entre productivité et rémunération, c'est un fait, mais il faut surtout voir comment améliorer la productivité. Ce qui, si on considère le cas de la Tunisie, peut-être n'est pas complètement adapté parce que, quelque part, changer ou améliorer la productivité, ça va être structurel, ça va être fait petit à petit. Ce n'est pas une donnée qui va évoluer rapidement, mais le coût de la vie qui a augmenté, c'est aussi une donnée qui est réelle, vraie, insistante. Donc je comprends parfaitement les syndicats qui disent « ouais, mais on ne pourra pas attendre de toutes les manières. Si vous vous basez seulement sur cet aspect-là, on ne va pas y arriver et les employés ne vont pas résister. » Donc y a-t-il un moyen évolutif d'y arriver? Y a-t-il un moyen de commencer à considérer la productivité comme terme pour améliorer la rémunération et puis petit à petit la faire avancer dans les négociations? Je crois que je suis plus ou moins d'accord avec Brent parce que je crois que c'est très difficile de généraliser pour un seul pays. Si je peux vous juste donner un autre exemple qui est allé un peu dans le contraire, qui est un modèle qui a marché très bien, qui est le modèle nordique, où justement il y avait une négociation salariale à le niveau national qui décidait quelle est l'évolution de l'économie d'un point de vue d'inflation, d'un point de vue de la productivité en général, et après les moyens de salaire. Et après, c'était pour les autres instances de négocier un peu plus bas. Mais en même temps, la logique n'était pas avoir les firmes bas productivité. De dire, si une firme ne peut pas payer ces salaires-là, c'est mieux qu'on transfère les travailleurs dans ces firmes-là vers les autres secteurs qui sont en croissance avec plus de productivité. Alors, il avait une politique active de main-d'œuvre très active, justement pour recycler les travailleurs vers un travail plus productif. Non, je ne dis pas ça, c'est nécessairement un modèle partout, mais c'est un autre modèle qui a marché et qui marche encore. Par contre, on voit très bien qu'à un moment, en Allemagne, quand il y avait la confiance entre l'employeur et les syndicats et les employés au moment de la crise,
il y avait le système Kurzarbeit, où il y avait une réduction de temps de travail pour compenser les problèmes de manque de marché dans le court terme. Mais ça, ce n'est pas une solution long terme non plus, que tout le monde travaille mi-temps. C'est une question comment ajuster ça. Alors, je suis d'accord avec Brent que je crois la chose clé, et je félicite, si je peux dire, des partenaires sociaux en Tunisie, d'avoir un système fort de négociation collective et dialogue social ici, parce que c'est très important. Et je dois dire, c'est unique dans la région et on vous soutient, on espère que ça va rester. Mais, c'est un dialogue qui a initié à tous les niveaux, même au niveau politique. Non, mais juste pour dire un dernier mot là-dessus, les questions de la productivité peut-être dans ce sens aussi, et je suis aussi un peu d'accord, je crois, avec Brent, implicitement, que c'est beaucoup plus large que les salaires. C'est une question de voir un peu comment utiliser les technologies, comment d'avoir ce système qui fonctionne bien et comment d'essayer aussi les firmes de bas productivité pour aller vers plus de productivité. Ça crée une certaine stratégie industrielle qui est nécessaire dans beaucoup de pays, pas uniquement la Tunisie, je crois. Mais je vais quand même insister, excusez-moi, sur ce point, sur comment considérer la productivité, comment commencer à la considérer comme élément de négociation salariale. C'est-à-dire, si on ne peut pas seulement lier la rémunération ou l'augmentation salariale à la productivité, au moins, de quelle manière pouvoir en tenir compte un petit peu pour démarrer cette manière de faire les choses? Je crois qu'aussi dans certains pays, il y a l'élargissement des champs de négociation, même à le niveau d'entreprise. Et là, comment le temps pour la formation, la possibilité d'avoir la négociation aussi sur l'organisation de travail. Bon, c'est le système aussi qui marche très bien dans les pays nordiques. Je sais que c'est très difficile quand tout le monde, dans une situation très difficile de discuter ces choses long terme. Mais je crois que aussi, à la limite, c'est plus important d'essayer de voir qu'il y a une fixe court terme. Voilà. Parce que d'abord, quand on mesure la productivité au niveau d'entreprise, c'est très, très difficile. Brent a dit, pour certains jobs, c'est presque impossible. Et aussi d'essayer de diviser la part salariale, la part d'investissement, c'est difficile. Ça dépend plutôt sur une question de confiance. Mais aussi, il faut avoir un marché intérieur avec une croissance qui est possible aussi. Et là, il ne faut pas avoir les diminutions liées année après année des salariales qu'on voit dans certains pays maintenant. Et les négociations ne vont pas être aussi insistantes dans un pays nordique où le niveau de vie est déjà assez élevé que dans un pays où le niveau de vie est quand même assez bas et où il y a un problème économique, où il y a inflation. Si je peux dire que ces modèles dans les pays nordiques, c'est commencé quand il avait l'air assez bas de revenus aussi. Et ce n'est pas juste arrivé comme ça quand ils sont devenus riches. Alors, je crois que c'est un système qui peut fonctionner, de voir tous ces voies en même temps. La même chose sur les questions de santé et sécurité de travail, si je peux dire. On voit maintenant dans les chaînes d'approvisionnement, de chaînes de valeur, comme on a vu à Bangladesh, dans les désastres, Rana Plaza, d'autres choses, qu'après, il y a un grand choc aussi sur la compétitivité de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement une tragédie humaine, c'est une tragédie économique. Si toutes les entreprises quittent le pays, alors l'accord qu'on a réussi avec les syndicats et les employeurs et les grandes marques en Bangladesh, d'insister que les brands restent en Bangladesh et en même temps, on met l'argent avec l'aide de BAT de faire les safe factories en place. C'est un exemple aussi pour une avant-corporation négociation, malheureusement après un désastre. Alors là, c'est le type de choses aussi qu'il faut avoir une négociation sociale qui a un impact économique long terme. Alors justement, vous avez évoqué une question de compensation d'une manière ou d'une autre. C'est une question très évoquée en Tunisie. Et on parle même d'augmentation de salaire qui est liée un peu on va dire, au recul de l'intervention de l'État dans la compensation. C'est-à-dire, c'est prendre aussi en considération ce recul de compensation pour augmenter les salaires. C'est-à-dire l'État qui se désiste un peu et c'est les employeurs avec l'augmentation de salaire qui permet l'augmentation de niveau de vie pour compenser ce retrait de l'État. Qu'en pensez-vous? Bon, aussi, je ne vais pas donner les prescriptions, ce qu'il faut faire ici. Mais je crois que l'État, même s'il n'y a pas un système de négociation centralisé, a un grand impact en général de le système de négociation collective. D'abord pour le secteur public.
parce qu'il a aussi une responsabilité comme employeur. Alors, de donner une idée quel est le type de service public de qualité pour l'avenir, le type de rémunération, c'est très important. Et puis dans le secteur privé aussi, hein, je crois qu'il faut donner une incitation aux partenaires sociaux quand même d'avoir des négociations qui sont équilibrées et justes. Mais dans certains pays, c'est vrai, l'État s'est retiré et dit voilà, après c'est entre les partenaires sociaux de négocier. L'autre côté, comment avoir si je peux dire, un salaire minimum qui est important. Bon, et aussi la situation varie dans chaque pays. Mais on voit maintenant, même en Allemagne, qu'il n'y avait pas un salaire minimum jusqu'à maintenant. Le gouvernement, avec le soutien au moins des syndicats, un peu, hein, les patronats sont un peu moins chauds, ils vont introduire un salaire minimum légal à la fin de cette année. À la manière allemande. Hein. Oui, mais quand même, ça montre quelque chose que même l'inégalité en Allemagne dans les petits boulots, c'est un problème. Alors je crois qu'il y a aussi nécessaire d'avoir une intervention, souvent de l'État, de mettre un minimum, et c'est après d'avoir les systèmes de négociation collective qui sont soutenus par la politique publique et par, dans certains pays, dit voilà, il faut laisser tout au marché. Et ça, je crois que ça, c'est le... But can I just say also, I believe it is important that government doesn't necessarily step back too far, because it depends very much on the role government plays in the economy. There's a key part of any discussion around productivity. Is government distorting the market by its activities? I don't know. Are there state monopolies which are also restricting competition? Are they providing the right environment for business to do business here in Tunisia? So I think they need to be part of the conversation. Whether they then take a big role going forward is something for the discussions themselves to determine. But I think government has a key responsibility to make sure that if the companies and the unions are going to sit down and talk about productivity, the government has done all it can in a positive policy context to make that a feasible discussion. Because if the government is not providing that space, then the conversation is going to go nowhere. But one of the things I would perhaps encourage is to look at some of these productivity council examples elsewhere. To start, as John said, you have to start measuring productivity before you can start talking about it. You may find you haven't got any. And if you've got no productivity, then there's no productivity linkage. But get round the table, see if you can set up some inquiries and come up with some hard data that would then enable the parties to have the conversation, because I think it's very necessary that there be this conversation. At the government level or at the enterprise level? I think at the first stage it needs to be at the national level. The employers' organisation, the national trade union, sitting down with the key actors from government to basically start to say, what are we going to do big picture-wise for Tunisia? What's our vision for this country in terms of productive growth, employment opportunities, etc.? And then start to look at what institutions may be necessary to do that. And as I said, it's not the same everywhere in the world. It can't be the same everywhere in the world because the world is not the same. But it's important here that you take control of this. As I keep saying whenever I travel, the only people that care about your country are the people that live in it. If Tunisia gets this wrong, doesn't do well, no one's going to be crying for you because your mistakes will be somebody else's benefit. So it's down to you as the actors in the community and the society, business, trade unions and government, to get around the table and sort this out. Because if you don't, the only people who are going to suffer are Tunisians. The rest of the world will carry on not even having any regard for you. It's a very selfish global world we have out there, unfortunately. So take control of the issue, take control of the solution. Bon, vous l'avez eu juste, mais ce ne sont pas les Libanais, c'est d'autres. Alors, on va bien sûr donner le micro à la salle et entendre vos questions que vous poserez à nos panélistes, mais on va continuer encore juste 5 minutes pour clôturer 2 points importants. La question de la culture dans le pays, de la culture du travail. Déjà, quand on parle du fait de lier rémunération et productivité, on parle aussi de la manière de le faire. Il y a le salaire variable aussi, par exemple, qui n'est pas accepté tellement en Tunisie. Il y a très peu de salaires variables. On a beaucoup de salaires fixes, sauf dans quelques métiers comme le métier de commerciaux où ça commence à voir le jour. Alors, est-ce que la notion de salaire variable aussi est possible dans un pays qui n'a pas cette culture ? Il y a aussi certaines boîtes qui, elles, ont des richesses et ou ont beaucoup de profits et qui mettent en place des primes d'intéressement, c'est-à-dire a profit share.
On a du profit, on fait du profit, vous allez vous donner 2 fois plus et vous allez gagner plus. Un petit peu à la manière sarkozysienne de dire travailler plus pour gagner plus. Alors, comment vous considérez la culture du travail dans cette problématique? Ça fait rigoler Monsieur Evans, alors je lui donne la parole. Non, j'ai juste pensé à présent Sikazi. Non, excusez-moi, j'habite en France, c'est pour ça que j'ai... c'est très actuel, comme vous savez très bien. Bon, je reviens au problème de partage de tout. Ça ne dépend pas sur le travailleur individuel non plus. Hein, c'est une question d'hasard parfois. Et on a vu ça dans le secteur des finances aux États-Unis et ailleurs, qu'il y avait aussi, je ne parle pas des travailleurs, les employeurs, si je peux dire, de bas et moyen salaire, mais on a vu à certains moments cette idée que tout dépend sur un individu pour en créer beaucoup plus de richesses. Ça a créé un peu la perversion dans le système, surtout dans le système financier. Hein, on vendait les produits qui n'avaient aucune valeur. Alors je crois que ce n'est pas un quick fix, cette idée en général que au-delà de ça, on crée un système de confiance, je peux dire, entre les partenaires sociaux à les niveaux différents de l'économie. C'est important. Je dis souvent si j'ai un débat parfois avec les employeurs dans nos pays qui commencent à critiquer les syndicats, je dis, mais bon, moi je crois que les employeurs, ils ont les syndicats qu'ils le méritent. Hein. Et si vous avez un système ici de négociation, de confiance long terme, on peut créer une confiance. Si vous avez une situation où il y a un manque de confiance, les gens pensent plutôt court terme et ils n'ont pas confiance en vous et ça détermine le climat social. Je crois que c'est pour ça que c'est très important, qui est actuellement en cours en Tunisie, de maintenir un système de négociation sociale forte. Et c'est bien sûr, dans certains pays, dans certains secteurs, il y avait l'idée de profit sharing et aussi même le codétermination. C'est un autre modèle qui a marché bien en Allemagne. Je ne dis pas que ça ne marche pas toujours, mais l'idée d'avoir... les comités d'entreprise qui prennent certaines décisions ensemble et aussi d'avoir certains directeurs de l'entreprise qui ne représentent pas uniquement les shareholders, mais aussi les parties prenantes plus larges. Ça marche dans certains cas, mais ce n'est pas un modèle qu'on peut implanter ailleurs. Mais je crois que l'idée plus long terme, comment d'avoir un lien entre l'économie et société et distribution dans le long terme, c'est important. Alors je me tourne vers Monsieur Wilton, mais bon, c'est vrai ce qu'était en train de dire Monsieur Evans, mais quand on parle de culture du travail, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est aussi au niveau de l'entreprise elle-même, c'est au niveau de la conception du travail par l'employé, c'est au niveau de la manière avec laquelle il considère sa position dans l'entreprise et sa contribution. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. I agree with you totally. If people come to work and are not safe at work, they feel afraid at work, they are unable to raise concerns at work, then you can't expect people to be very productive. So it is incumbent on the employer to make sure that they are putting in place the right environment for people to participate. Because if people feel they can participate, that's often a reward in and of itself. They're not necessarily driven by wages. The issue, though, around variable wages and profit shares, yeah, fine, but I still think, this is my personal view, as a father of 4 and kids now entering the workforce, you want everyone to have a stable income. Profit shares worked very well in the 90s because everyone was making profit, and that became part of accepted remuneration. I'm always going to get this extra money. The minute it stopped, these people were in shock because they had built their lifestyle according to their expectation on profit shares. Variable wages, yeah, they can be an element, but it has to be well understood what the variable aspect is, what it's for, how long it's going to apply, and whether or not it's going to be a permanent or a temporary fixture in their employment. But this comes down to conversations. And for me, the dialogue aspect at the workplace is vital. And as I said to you before, employers need to take more responsibility to talk to their own staff about how the business actually works. Because a lot of people have preconceptions. They see a lot of product coming out
of production. So they think you're making a lot of money. They may not realize that you're actually, in some instances, selling at a loss. So they need to be better informed so they can make better choices. But the workplace is vital. How you establish that relationship internally is vital. Il n'y a pas de réponse simple à cette problématique que l'on traite ce matin dans ce premier panel pour ouvrir l'appétit pour cette journée. Et, si c'était possible, ben voilà, l'IACE à ce moment-là ne fera plus de plaidoyer mais donnera des recommandations. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'idée de base que l'on a entendue ce matin, c'est l'idée de la transparence. Quand il y aura de la transparence dans les relations entre les partenaires sociaux, avec le gouvernement, avec l'employé lui-même au sein de l'entreprise, avec le décloisonnement, je crois qu'il y a une solution dans la compréhension des intérêts des uns et des autres et de la compréhension de l'intérêt général finalement de tout le monde pour éviter, pour transformer le cercle vicieux en un cercle vertueux. On va se diriger vers la salle maintenant pour vos questions et tout à l'heure, vous savez que vous aurez aussi les acteurs sociaux qui seront là. Le dialogue est initié et continuera. D'ailleurs, la configuration actuelle, on propose de la garder puisqu'il y a le gouvernement et les acteurs sociaux ensemble. Donc je crois que c'est vraiment tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, il y a un micro dans la salle et on va prendre les questions. On commence par monsieur devant.